Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de joie que j'ai une invitée, Carla, qui est diététicienne et qui nous vient direct du Pérou et qui s'est installée à Poitiers et qui exerce ce métier. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet passionnant, les TCA et le régime et les conséquences sur la santé mentale. Donc, je vais donner la parole à Carla. Carla, qu'est-ce que déjà, merci pour avoir accepté l'invitation et de partager avec nous aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les TCA et les régimes et les conséquences qu'il y a sur la santé mentale? Bon, merci d'abord de m'avoir invité à ton espace. Je suis très contente. Et en fait, déjà, il faut établir une chose. Un régime tel qu'on l'entend, c'est quelque chose qui a une date d'expiration, on va dire. D'accord. Il y a beaucoup de personnes qui, dans le but de changer leur image corporelle ou aussi, pourquoi pas, chercher une santé globale, vont se mettre en régime en pensant que ça va être la solution à leurs problèmes, quel que soit. Mais quelque chose qu'on ne prend pas en compte, c'est qu'un régime, ça pose un cadre qui parfois est beaucoup trop strict. Donc, un cadre comme ça peut pas forcément être suivi tout au long d'une vie. Un cadre strict comme ça va pas forcément nous suivre dans tous les changements qu'on suit aussi dans notre vie. Un changement de travail, un changement de poste, une grossesse, se mettre en couple ou se séparer. Donc, quand ces régimes il est confronté à la réalité de la vie de tous les jours, les personnes découvrent que c'est pas quelque chose qu'il faut continuer à suivre. Donc, ils s'arrêtent les régimes et bien évidemment, quand les régimes ils s'arrêtent, la personne va, dans la plupart des cas, tout doucement ou comme ça, d'un coup, comme on dit, reprendre le D'accord. poids. Ça va générer une sensation de déception, une sensation d'échec, de la culpabilité et la personne va se remettre à nouveau au régime, mais peut-être parfois un régime beaucoup plus strict. Sauf qu'à D'accord. nouveau, comme dans les premiers cas, ça va s'arrêter à un moment donné et la personne va revenir toujours à faire le régime. Et c'est comme ça que petit à petit, de manière parfois un peu insidieuse, la personne peut tomber dans son TCA. On fait ça des régimes de plus en plus restrictifs D'accord. et on fait ça éventuellement des compensations après, à cause de la frustration qu'un régime très restrictif peut occasionner. D'accord. Et parce qu'on parle aussi d'équilibre alimentaire, donc on s'appuie plus sur l'équilibre alimentaire dans tes suivis, hein. Et, Mhm, mais l'émotionnel dans tout ça, parce que si on parle de santé mentale, de régime, donc ça parle de frustration, donc ça peut générer des émotions. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les émotions face au régime et qu'est-ce qui fait que dans un équilibre alimentaire, ça corrégule et on peut avoir des nettes améliorations. oui. Alors, quelque chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'équilibre alimentaire, tel qu'on le comprend, il ne se fait pas dans une seule assiette, ni dans une journée, ni même dans une semaine en fait. L'équilibre alimentaire, c'est quelque chose qui se fait sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, en ayant dit ça, en fait, on peut savoir que pour avoir un véritable équilibre, on peut manger des tout, en fait. Qu'il n'y a pas des aliments qui sont bons, qui vont faire maigrir, et qu'il n'y a pas des aliments qui sont mauvais et qui vont faire grossir. Parce Mm. que si on voit les aliments qui est comme ça, bon et mauvais, dès qu'on va manger un aliment catalogué comme mauvais, on va tout de suite avoir de la culpabilité. Au voir, dans un autre cas, on va restreindre et complètement éliminer les aliments qui sont dans la boîte mauvais et Mm. ça va nous générer éventuellement une frustration. La frustration, c'est une émotion très négative. Et donc, vu que c'est une émotion négative, notre cerveau, pardon, il va essayer à compenser cette émotion négative. Comment? En cherchant du réconfort. Cette D'accord. cherche de réconfort, évidemment, va nous amener à des aliments qui en ont bien. Je pense que la plupart des personnes, quand ils cherchent un aliment qui en vient, souvent ça va être un aliment plaisir, un aliment gras ou un aliment sucré. Donc, ils vont manger cet aliment pour se réconforter,
Sauf que vu que c'est potentiellement un aliment aussi mauvais, ça va générer de la culpabilité. Cette culpabilité, en étant une émotion négative, va m'amener à nouveau le besoin de me réconforter. Et comme ça, je rentre dans un cercle vicieux. Donc, en fait, l'idée, c'est d'établir que tous les aliments peuvent être plus intéressants que des autres dans son sens d'apport de nutriments, d'apport de vitamines et minéraux et des autres d'apports de plaisir pour éviter justement de culpabiliser dès que je prends un aliment au lieu d'un autre. D'accord. Et c'est une thérapie de l'acceptation, quelque part, et de ne pas être dans une lutte et en rentrer dans des systèmes de récompense comme les addictions. Et donc là, on peut Exactement. rentrer après dans la TCA. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous donner, toi, en tant que diététicienne, de conseils pour éviter de rentrer dans le régime et de rentrer plutôt, si on devait donner une balance, comment tu peux convaincre, comment tu peux challenger pour faire pencher les personnes à aller plus vers un équilibre alimentaire et que les équilibres alimentaires, ce n'est pas, comme tu as dit, des frustrations, on peut manger de tout et que ce n'est plus comme il y a 20 ans, de la salade, un verre d'eau, des restrictions très strictes. Maintenant, l'équilibre alimentaire, c'est beaucoup plus large et ça s'est développé. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour convaincre les personnes d'aller plus vers le bon penchant? Alors, d'abord, il faut comprendre aussi que quand on arrive à table, on n'arrive pas avec un corps vide, qu'il faut juste nourrir des glucides, protéines, etc. On arrive avec un corps émotionnel, un corps mental aussi, qu'il faut nourrir tel quel on nourrit notre corps physique. Déjà, il faut accepter ça. On n'est pas une coquille vide sans rien. Donc, une fois qu'on accepte qu'on a des émotions et qu'elles peuvent influencer de manière directe la manière dans laquelle on mange, c'est déjà un bon point de départ. Mm. L'acceptation, comme tu as bien dit tout à l'heure. Après, aussi, il faut travailler avec chaque personne parce que chaque personne va avoir des émotions différentes, des acceptations d'émotions différentes et aussi des habitudes différentes. On ne peut pas arriver à dire à une personne, bon, tu as besoin d'un équilibre alimentaire, donc tiens, je te donne ça et ça va être la même feuille avec les recommandations pareilles qu'on entend tout le temps à la télé, diminuer telle chose, augmenter telle chose. Non, il faut adapter aussi les recommandations et les conseils qu'on va donner à chaque personne en particulier, à chaque habitude que cette personne va avoir. Après aussi, ça passe pour des choses qui vont aller parfois au-delà de l'assiette. Parce que quand on parle d'équilibre alimentaire aussi, on se focalise beaucoup sur les contenus de l'assiette. Mais Mhm. on ne se pose jamais la question comment est-ce qu'on arrive à manger cette assiette. C'est ça qui a marqué une vraie différence. Avec quel temps? Combien de temps je m'accorde à moi et à mon corps pour manger? Aujourd'hui, manger est devenu un fait automatique. Ah oui, je Mm. mange parce que bon, c'est 12h30, c'est 13h, c'est l'heure, donc je ne me pose même pas la question si j'ai faim ou si j'ai envie de manger. Donc je mange parce qu'il faut. Donc ça, c'est une question à se poser aussi. Une autre question est-ce que je m'accorde le temps vraiment de prendre soin de mon corps en mangeant quelque chose? Deuxième question aussi qu'il faut se poser, est-ce que quand je mange, je suis attentif? Est-ce que quand je mange, je suis véritablement là? Ou je suis devant mon PC en train de répondre des mails entre chaque coup de fourchette? Ou est-ce que je regarde une série et je suis complètement absorbée par mon série? Ou est-ce que je suis vraiment consciente de ce que je suis en train de faire, qui est manger, par exemple? C'est la même chose. Je vous pose un exemple tout bête, comme on dirait. Quand on parle avec quelqu'un et on est en train d'échanger, on discute, et je pense, ah oui, j'ai pas attendu les lunchs. Ah oui, il faut que je passe faire les courses. Est-ce qu'on a vraiment entendu ce que la personne voulait dire ou on était juste là, mais complètement ailleurs? On était complètement ailleurs. Donc, les Ouais. cerveaux, en fait, il n'a pas pris, il n'a pas chopé, comme on peut dire, l'information. C'est pareil, quand on mange et notre cerveau, il est complètement investi dans une autre chose, il ne prend pas l'information qui est en train de nourrir notre corps, nourrir notre esprit. Donc, c'est pour ça que l'attention, elle est importante. Une autre chose aussi, qui arrive souvent pour les personnes qui font de régime ou tentent de rééquilibrer leur alimentation, c'est qu'ils vont s'éloigner complètement de la notion de plaisir et satisfaction de Mm. l'alimentation. Ils vont manger parce que voilà, ils ont entendu que manger des haricots avec du poulet, ça fait du bien, ça fait maigrir, donc ils vont manger ça sans vraiment penser si ça leur va faire plaisir ou pas. Donc, Oui, la notion de plaisir.
est important. Exactement, la notion de plaisir, elle est hyper importante quand on essaie de changer ses habitudes alimentaires et de chercher une santé globale. Et une autre chose qui est très importante, c'est la notion de culpabilité. Et ça vient justement, ça reprend un peu cette concept de mettre les aliments dans deux boîtes, bons aliments et mauvais aliments. D'accord. OK. Donc, et sur sur les accompagnements que tu peux avoir, est-ce que tu as déjà eu des personnes qui ont fait beaucoup de régimes et les conséquences sur leur santé mentale? Est-ce que tu peux nous donner quelques cas et après peut-être les personnes que tu as suivies et avec un rééquilibrage, comment ça agit sur leur santé mentale Oui. et au niveau du corps? Oui, bien sûr. Alors, la plupart des patients qu'on voit en fait dans les cabinets avec mes collègues, parce qu'on est trois à travailler sur l'approche biopsychosensorielle, euh, c'est des personnes qui ont déjà fait des régimes à répétition sur Mhm. plusieurs années, sur plusieurs étapes différentes de leur vie. Et les problèmes qu'on voit, c'est que c'est des personnes qui sont beaucoup dans quelque chose qu'on appelle restriction cognitive. Donc, c'est des personnes qui vont complètement être éloignées de ces sensations alimentaires. Ils, D'accord, souvent, vont plus ressentir la faim. Ils vont plus faire la différence entre faim et envie et ils vont plus sentir les rassasiements. Donc, c'est des personnes qui ont vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de travail à faire pour pouvoir juste se reconnecter à leur corps. Donc, c'est beaucoup de auto-observation pour pouvoir décliquer sur certaines choses, sur certaines idées reçues qu'ils vont avoir pour d'accord. pouvoir travailler cette reconnexion au cœur et pour les permettre de manger de manière épanouie. Après, lorsqu'on travaille sur un rééquilibrage alimentaire, certes, ça peut être un peu plus souple à niveau à différence d'un régime, pardon, mais un rééquilibrage alimentaire, ça pourrait basculer très vite dans un régime. Parce que dans les rééquilibrages alimentaires, on peut aussi trouver des concepts comme, bon, cet aliment, il n'est pas trop bon, donc il faut manger, mais pas beaucoup. Mais D'accord. combien c'est pas beaucoup? Pour chaque personne, les pas beaucoup va être différente. Peut-être C'est pour ça. une personne, 2 carrés de chocolat, ça va être déjà beaucoup, alors que pour un autre, 5 aussi, ça va être déjà beaucoup. Donc, c'est très, très, très délicat, ça, par rapport au rééquilibrage alimentaire. Ce que j'ai fait, en fait, dans ma prise en charge, avant de rééquilibrer les aliments et dire telle chose il faut manger, telle chose il faut inclure, je travaille d'abord avec les sensations alimentaires et d'arriver à comprendre pourquoi la personne, elle mange comme elle mange. Juste de comprendre son mécanisme de fonctionnement pour après commencer à décrypter en fait toutes les idées reçues que cette personne peut avoir par rapport à son alimentation. Et après ça, quand on a déjà entamé un travail à peu près, on va dire, de déconstruction de ces idées, on peut commencer déjà à donner certains conseils par rapport à X aliments ou Y aliments. Parce que souvent, les personnes qui ont déjà fait des rééquilibrages alimentaires ou des régimes, c'est des personnes qui ont déjà la connaissance. Ils savent même parfois combien de calories chaque aliment va avoir. Donc, ce n'est pas Oui. une question de méconnaissance, c'est une question de comportement alimentaire. Donc là, c'est plus un travail, dis-moi qu'est-ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Et je sais qu'il y a un titre de livre, je ne l'ai pas lu, mais dans ce que tu Oui. viens de tout énoncer, ça me fait synthétiser cette phrase-là. Donc, de comprendre un peu, enfin voilà, comment on mange, on peut aussi savoir travailler sur l'aspect un peu psycho. Oui, Parce que, carrément, carrément. Comme je disais, on n'est pas un organe sans émotion, en fait. On est un être vivant, on est un être humain. Donc, bien sûr, en fait, tout ce qu'on ressent, tout ce qui se passe au niveau des émotions va avoir un impact direct dans la manière dans laquelle on va manger, on va prendre les aliments. Et c'est justement cette manière-là qui va impacter le poids et l'état global de santé, en fait. Plus que le poids, en fait, on passe par une recherche de santé globale. Parce que le d'accord, poids, en fait, c'est quelque chose qui peut être très variable, notamment si je prends les cas des femmes, parce que je vais être complètement honnête, je suis des hommes, mais il y a beaucoup de femmes, en fait, dans ces suivis. Et les poids chez une femme, il va varier beaucoup. Ça va dépendre déjà de l'étang de mois dans lequel cette femme va être, dans l'étang de son cycle. En fait, il va avoir des rétentions de liquides, il va avoir des ballonnements, il va avoir parfois
de la constipation, parfois de la diarrhée. Et tout ça, ça va influencer directement les poids. Donc, si on passe tout le temps, tout le temps, tout le temps par les poids et on devient poids centré, on va tout de suite, en fait, un peu sentir un arrêt dans les progrès. Parce que vu que les poids parfois vont être bien haut, bien bas, on va pas véritablement voir des progrès. Par contre, si on travaille avec les sensations de la personne et on travaille avec une sensation, par exemple, est-ce que la personne se sent plus active? Est-ce qu'elle se sent moins essoufflée, plus légère, moins de douleurs? Ça, c'est ça qui parle véritablement et ça permet au patient aussi de revenir à l'écoute de son corps, qui est à la fin la chose qui est très importante. Ce qui est très intéressant, c'est comme une psychanalyse, mais du corps. Donc, Oui. qu'est-ce que tu pourrais nous dire en mot de fin euh, pour cette vidéo aujourd'hui, sur quoi tu aimerais finir? Tu peux aussi partager pour la communauté française, et je sais qu'il y a quand même une minorité, mais dans les personnes qui me suivent, tu peux partager aussi pour la communauté latine, euh, pour les deux. Bon, je sais que c'est quelque chose qui, notamment quand on parle de diététique et en alimentation, malheureusement avec, comment je peux dire, la diététique entre guillemets classique, c'est quelque chose dans laquelle on s'éloignait beaucoup, mais l'alimentation doit rester un moment de plaisir, en fait. Ça ne doit pas être un moment de prise de tête où je me demande si cette cuillère de plus va me faire grossir ou pas, en fait. Ça doit être vraiment un moment d'épanouissement, de prendre soin de son corps et de connecter avec cette plaisir que les aliments qu'on choisit vont me procurer. Donc, essayer vraiment de couper cet automatisme qu'on a par rapport à la nourriture. Ça, il faut manger parce que c'est bon. Ça, il faut pas manger parce que c'est mauvais, parce que j'ai entendu que c'est mauvais. Il faut manger parce que c'est l'heure. Il faut jamais sauter des repas. Il faut jamais grignoter. En fait, toute cette conception qu'on a et qu'on a pris tout au long des années, il faut vraiment faire une déconstruction. Je De sais que ses c'est pas croyances. oui, toutes les croyances, exactement, déconstruire ces croyances. Et, parce que déconstruire cette croyance, en fait, ça va permettre de construire vos propres croyances à chaque personne, croyances personnelles, dans leur propre cas, dans leur propre particularité. Et c'est ça qui va compter, en fait, lors du travail de reconnexion à soi. C'est qu'on ressent et c'est qu'on croit. Ça, c'est la base. Après, quand on travaille cette base, on peut carrément commencer à construire certaines choses. Bien sûr, il y a des aliments qui vont être très bénéfiques pour le flore intestinal, par exemple, qui est très importante en fait pour notre corps et notre santé mentale d'ailleurs. Et il y a des aliments qui vont être plus intéressants, par exemple, pour aider à maintenir notre cœur en bonne santé. En fait, on peut commencer à travailler ça. Mais la base, c'est vraiment régler cette croyances alimentaires qu'on peut avoir et vraiment commencer à équilibrer notre comportement alimentaire. Ça, c'est vraiment la base de la pyramide. Et après, on peut construire en dessus. Mais sans la base, en fait, toute bête instable. Ok. Donc, si je comprends bien, on va dire que la motivation est notre santé avant le poids. Exactement. Exactement. Bon, je vais m'excuser d'abord parce que je ne sais pas si c'est un terme qui s'utilise en français, mais en espagnol, on dit no peso centrista. Ça veut dire pas centré dans les poids, en vérité. Et c'est ça, en fait. La santé doit aller au-delà d'un poids, au-delà d'un chiffre. Et je sais que les chiffres, ici en France, on donne beaucoup d'importance aux chiffres parce qu'on les met en lien avec les IMC, les index de masse corporelle. Mais l'IMC, c'est une mesure qui existe depuis les années 78 ou 80. C'est une mesure très, 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 très ancienne. Donc, évidemment, aujourd'hui, en fait, on peut travailler avec des autres choses, notamment les sensations corporelles. Pour certains, ça sera l'impédance. Il y a plusieurs moyens pour pas passer par les poids. Parce que les poids, en fait, quand on monte sur la balance, si on n'est pas allé aux toilettes, on va peser plus. Si on n'a pas bu assez d'eau, on va peser aussi plus. Donc, ça va être très variable, mais ça va faire en fait que la personne remet en question ses sensations. Et les chiffres sur la balance, quand ça va dans notre sens, ça nous fait du bien. Mais quand ça va pas dans notre sens, ça ne fait pas de bien. Donc, c'est une autre source de frustration. Et les frustrations cumulées sont la porte d'entrée pour les TCA. D'accord. Donc,
Et juste pour la communauté latine, je sais que ça te tient à cœur. On Sí. peut prendre quelques minutes et, et sur ce mot de fin qui est Oui, un peu plus long. Qu'est-ce que tu pourrais... parce que c'est pas la même culture, donc c'est pas les mêmes... pour tous les latins qui sont en France, oui, qui voudraient exactement. venir te voir, qu'est-ce que tu pourrais Oui. leur dire pour dire bienvenue? Hola, hola Hola! a todos. Bueno, aquí en mí tienen una nutricionista que va a comprender lo que significa estar lejos de su país, lejos de sus costumbres alimentarias y que comprende también lo complicado que es adaptarse a un nuevo país, las emociones que eso puede traer y estas emociones, el impacto que van a tener en la manera en cómo comemos y cómo nos relacionamos con la comida de este nuevo país. Así que, bueno, en mí tienen alguien que los va a comprender muchísimo en ese sentido, porque yo lo vivo aún 4 años después de vivir aquí, lo vivo día a día. Así que nada, las puertas de mi consultorio van a estar abiertas para ustedes cuando quieran venir. Gracias. Con gusto. Carla, je te remercie pour ce temps partagé avec nous. Et puis, peut-être, si tu acceptes, on fera peut-être sur d'autres thèmes, euh, Carrément. des prochaines vidéos pour la communauté française et pour les latins. Et merci pour ce mot de fin, merci pour ta bienveillance, merci pour ton temps, merci pour tout. Et puis, je vous dis en tout cas à bientôt pour une prochaine vidéo. Je mettrai en dessous de cette vidéo des références que Carla a énoncées dans cette vidéo. Et puis, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bah, juste vous remercier, te remercier pour l'invitation, remercier à ta communauté pour les temps qu'ils vont prendre à regarder cette vidéo. Et voilà, je consulte sur Poitiers et je travaille dans un cabinet avec 2 collègues aussi. On a les mêmes valeurs professionnelles, on les partage. Donc, quand vous voulez, en fait, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous ou vous pouvez nous appeler si vous voulez plus de renseignements. Gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.